Bonjour à tous, je m'appelle Jack et aujourd'hui, nous allons examiner un autre cas terrible. L'affaire Samantha Fraser illustre clairement que certains individus ne peuvent pas être rééduqués, même par un psychologue expérimenté et qualifié. Dès les premiers signes de cruauté, il faut prendre ses distances. Ces personnes ne changent pas, ne méritent pas une seconde chance et sont capables des actes les plus horribles, convaincus de leur impunité. Le drame s'est déroulé sur une île paisible d'Australie, Phillip Island, près de Melbourne, durant l'été 2018. Mais revenons à l'histoire dans l'ordre. Adrian Basham est originaire d'Australie, né en 1973. Il a grandi dans une famille de policiers. Bien qu'il ait échappé à l'attention des forces de l'ordre dans sa jeunesse, beaucoup pensent aujourd'hui que sa cruauté et ses accès d'agression incontrôlés trouvent leurs racines dans son enfance et son environnement familial. Pour aller plus loin, le père d'Adrian, James Basham, a appris le meurtre brutal commis par son fils. Au lieu de le condamner, il lui a donné des conseils, fondés sur son expérience policière, pour essayer d'éviter les sanctions. Samantha Fraser est née dans la banlieue de Melbourne, à l'été 1980, au sein d'une famille chaleureuse et aimante. Ses parents, Jeanine et Travis Fraser, soutenaient pleinement leur fille unique. Ils souhaitaient lui offrir une bonne éducation et l'encourager à développer ses talents. Je m'appelle Elias Monclerc. Vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. À l'école, Samantha excellait et pratiquait activement le sport. Elle a reçu à plusieurs reprises des récompenses pour ses performances. Puis, elle a intégré une université prestigieuse, en psychologie, dont elle est sortie diplômée avec mention très bien. Pendant ses études, elle a continué à faire du sport, notamment de l'acrobatie, de la gymnastique et de la danse, ce qui lui a permis de devenir capitaine de l'équipe de Pom-Pom Girls de l'université. Après avoir obtenu son diplôme, Samantha a trouvé un emploi de psychothérapeute dans un grand établissement médical. Elle a rapidement gagné le respect et la confiance de ses collègues et patients. Cette profession était sa vocation. Elle aimait profondément ce qu'elle faisait. Samantha et Adrian se sont rencontrés pour la première fois à la fin de l'année 2005. Au début, leur relation était amicale, mais elle s'est rapidement transformée en une histoire d'amour. Beaucoup de personnes qui connaissaient ce couple ne comprenaient pas ce qui pouvait unir ces deux jeunes gens si différents en tout. Samantha était douce, ouverte et sociable. Elle savait toujours trouver une solution pacifique à n'importe quelle situation difficile. Adrien, au contraire, était plutôt dur et brusque dans ses échanges, avec un tempérament fougueux et conflictuel. Pourtant, 1 an et demi après leur rencontre, ils ont officialisé leur union. Les jeunes mariés ont acheté une maison en banlieue de Melbourne, non loin du domicile des parents de Samantha. Rapidement, Adrien a trouvé un emploi dans une grande entreprise spécialisée dans l'exploitation minière. Son travail l'obligeait à faire de nombreux déplacements, ce qui faisait qu'il n'était pas souvent à la maison. C'est probablement la raison pour laquelle leur mariage a duré aussi longtemps. Adrien s'est révélé être un véritable tyran domestique, cherchant à contrôler sa femme et tout ce qui l'entourait. Il n'exigeait pas seulement une obéissance sans faille, mais présentait aussi des comportements étranges, pouvant indiquer un trouble mental. Par exemple, il insistait de manière obsessionnelle pour que la maison soit toujours impeccable, non seulement en termes de propreté, mais aussi concernant la disposition des objets. Il s'agissait de détails apparemment insignifiants, comme la place des livres sur une étagère ou des articles de toilette dans la salle de bain. Tout changement pouvait déclencher immédiatement sa colère et son agressivité. Samantha, en tant que psychologue, savait comment apaiser les conflits et espérait que son mari finirait par changer, devenir plus calme et mesuré. Leur mariage a donné naissance à 3 enfants, 2 filles, Jemima et April, ainsi qu'un fils, Rex. Mais même la venue de ces enfants n'a pas adouci le caractère d'Adrien. En 2014, un nouvel incident familial a dégénéré en violence physique. Samantha est restée silencieuse, ne signalant rien aux autorités ni à son entourage. Elle croyait naïvement que cela ne se reproduirait pas, et personne ne se doutait qu'elle subissait ces violences. 1 an plus tard, la situation s'est répétée. Cette fois, Samantha a décidé que c'était la goutte d'eau. Les accès de colère de son mari et son besoin obsessionnel de contrôler chaque geste la rendaient folle. Elle a déposé une plainte auprès de la police, affirmant avoir été agressée par son mari. Elle a ensuite pris les enfants et est retournée vivre chez ses parents. Au printemps 2017, le divorce a été officialisé. La maison familiale a été attribuée à Samantha et aux enfants par décision de justice,
et ils y sont rapidement retournés. Mais Adrian ne comptait pas laisser son ex-femme tranquille. Il a continué à la harceler, rendant sa vie insupportable. Samantha ne se sentait pas en sécurité et vivait dans la peur constante pour sa vie et celle de ses enfants. Elle a obtenu une ordonnance restrictive interdisant à son ex-mari de s'approcher d'eux ou de s'immiscer dans leurs affaires. Cependant, cela n'a pas arrêté Adrian. Il s'est installé à proximité, cherchant par tous les moyens à déranger Samantha. Selon un ami d'Adrian, il avait promis de lui prendre tout ce qui lui était cher, de la maison jusqu'aux enfants, et menaçait ouvertement de commettre des actes violents. Peu avant le drame, il a de nouveau confié à cet ami que Samantha allait bientôt payer pour tout. Malgré son air menaçant, cet ami n'avait pas pris ses paroles au sérieux, jusqu'à ce qu'il apprenne la mort de la jeune femme. En vivant dans une peur et une tension constantes, Samantha avait équipé sa maison d'un système d'alarme, installé des barreaux aux fenêtres et placé des caméras de surveillance à l'extérieur. Elle avouait craindre que son ex-mari ne force l'entrée de son domicile pour leur faire du mal, à elle ou aux enfants. 1 an après le divorce, Samantha avait commencé à penser qu'Adrian s'était calmé. Il se montrait moins souvent, lui donnant une illusion de sécurité. Elle a même entamé une nouvelle relation et commencé à envisager une vie heureuse. Le 22 juillet 2018, Samantha fêtait ses 38 ans entourée d'amis proches et de son compagnon Wayne. Selon ceux qui étaient présents, elle semblait heureuse et sereine. Quelques jours auparavant, Wayne lui avait fait une demande en mariage. Il prévoyait de partir en vacances après la cérémonie pour s'évader et oublier leurs soucis. Le lendemain matin, Samantha a accompagné ses enfants à l'école avant de se rendre à son travail. Elle a reçu un appel d'une connaissance qui la prévenait qu'Adrian se trouvait dans le quartier de sa maison. Inquiète, elle a choisi de ne pas céder à la panique, mais a décidé de faire preuve de prudence. Elle devait justement affronter son ex-mari au tribunal dans quelques semaines, dans une affaire de violence domestique, et redoutait une vengeance. Elle a partagé ses inquiétudes avec sa meilleure amie au téléphone, qui l'a rassurée. Après cet appel, Samantha n'a plus jamais été vue vivante. Lorsque le jour même elle n'est pas venue chercher ses enfants à l'école, une enseignante, au courant des difficultés familiales, a alerté la police. Les forces de l'ordre se sont rendues immédiatement à la maison. Au début, tout semblait indiquer que Samantha n'était pas encore rentrée. Mais en inspectant le garage attenant à la maison, ils ont découvert une scène terrible. Le corps de Samantha, âgée de 38 ans, était suspendu à un dispositif sur la porte du garage. À première vue, cela pouvait ressembler à un suicide. Pourtant, l'état du corps indiquait autre chose. Samantha portait des marques comme si elle avait été violemment frappée. Sa tête était couverte de blessures, ses cheveux mouillés tombaient sur son visage. Elle ne portait pas les mêmes vêtements que ce matin-là, et ses chaussures avaient disparu. Il était clair que quelqu'un d'autre avait été dans le garage et avait tenté de faire passer cela pour un décès volontaire, mais avec de nombreuses erreurs. Par exemple, une échelle renversée gisait à côté du corps, alors que la corde était si longue que les pieds de la victime touchaient le sol. Samantha présentait de graves contusions sous l'œil et sur la tempe, ainsi que des éraflures et hématomes sur tout le corps, reçus de son vivant. L'autopsie a révélé une blessure grave à la tête, ce qui signifie qu'elle était probablement inconsciente ou déjà morte au moment où elle a été suspendue. Sous ses ongles, les experts médico-légaux ont trouvé du sang et des cellules épidermiques, montrant qu'elle avait résisté de toutes ses forces et griffé son agresseur. Des traces de sang étaient également visibles sur le sol, les murs et la carrosserie de la voiture dans le garage. On a aussi retrouvé du sang sur plusieurs endroits de la corde. Le soir même, Adrian est arrivé au domicile de son père James à moto. Il semblait préoccupé et portait plusieurs égratignures récentes sur le visage. Interrogé par son père, il a donné des réponses évasives. Concernant ses blessures, il a expliqué s'être griffé avec des branches d'arbres en conduisant sans casque. Puis, il a pris un paquet de lingettes humides et a commencé à nettoyer sa moto, affirmant vouloir. Il expliqua qu'il s'était égratigné avec des branches d'arbres en conduisant sa moto sans casque. Puis, il sortit un grand paquet de lingettes humides et commença à nettoyer son véhicule, affirmant vouloir enlever les insectes qui s'y étaient collés pendant la balade. En tant qu'ancien policier, son père soupçonna immédiatement qu'il se passait quelque chose d'anormal. Son instinct professionnel ne le trompa pas lorsque, le lendemain, des enquêteurs se présentèrent à sa porte avec des questions concernant son fils, affirmant qu'il était le principal suspect dans l'affaire du meurtre de son ex-femme. James comprit immédiatement la situation. D'abord, il affirma ne pas avoir vu son fils. Puis, pour gagner du temps, il lui donna des instructions précises sur ce qu'il devait dire, comment se comporter,
afin d'éviter, sinon d'échapper complètement, du moins d'atténuer sa peine. Adrian suivit les conseils de son père, écouta en silence les accusations portées contre lui et se rendit docilement au commissariat, accompagné des avocats déjà engagés par son père. Au début, Adrian refusa catégoriquement de coopérer avec l'enquête. Il ne nia pas sa culpabilité, mais resta simplement silencieux, ignorant toutes les questions. Pourtant, les preuves recueillies étaient suffisantes. Les égratignures fraîches sur son visage n'échappèrent pas à l'attention des enquêteurs. Elles semblaient avoir été causées par Samantha, qui aurait tenté de se défendre. Sous ses ongles, on retrouva des traces de sang et des cellules épithéliales. Des empreintes de sueur du suspect furent également relevées sur la corde avec laquelle le corps de son ex-femme avait été pendu. Après avoir examiné la moto d'Adrian, les enquêteurs découvrirent des traces de sang de la victime. Une blouse ensanglantée appartenant à une femme fut retrouvée dans une poubelle près de la maison du père d'Adrian. Apparemment, il avait tenté de se débarrasser de cette preuve, mais n'avait pas eu le temps. Les images de vidéosurveillance installées par Samantha devant sa maison peu avant le drame montrent un homme quittant rapidement les lieux du crime le jour du meurtre. Bien que son visage soit caché par une capuche tirée sur sa casquette, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'Adrian. La chronologie de la dernière journée de la victime fut reconstituée progressivement, et le tableau qui en ressortait était terrifiant. Alors que personne n'était chez elle, Basham réussit à forcer la serrure de la porte du garage et à entrer. Il attendit plusieurs heures le retour de son ex-femme. Samantha, sans se douter de rien, gara sa voiture dans le garage, où Adrian l'attaqua avant qu'elle ne puisse en sortir. La victime se défendit avec vigueur, comme le prouvent les égratignures sur le visage de l'agresseur. Mais les forces étaient inégales. Il la frappa jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Pour dissimuler ses traces, il retira sa blouse tachée de sang, la remplaça par un t-shirt noir trouvé dans la maison, puis aspergea sa tête d'eau pour laver le sang de ses cheveux blonds. Adrian passa ensuite une corde autour du cou de son ex-femme et la suspendit à la porte du garage. Pour être sûr, il posa un escabeau à côté du corps, mais la longueur de la corde n'était pas adaptée. Il nettoya les taches de sang, mais laissa échapper de petites éclaboussures qui se trouvaient un peu partout. C'était bouleversant. Une jeune femme, mère aimante de 3 enfants, fut retrouvée morte dans le garage de sa propre maison. Le meurtrier tenta de faire passer cela pour un suicide, mais de nombreux indices indiquaient le contraire. De plus, l'état du corps de Samantha suggérait qu'elle avait subi une souffrance extrême. Le plus triste, c'est que la victime avait vécu de nombreuses années avec cet homme, supportant des violences morales et physiques. Elle avait élevé ses enfants en espérant qu'ils changeraient avec le temps. Lorsqu'Adrian comprit qu'il ne servait à rien de nier ou de garder le silence, car toutes les preuves l'accablaient, il changea de stratégie. Il admit qu'il était bien chez son ex-femme ce jour-là, mais qu'il voulait simplement parler avec elle et la convaincre de retirer sa plainte pour violence conjugale. Selon lui, la conversation avait mal tourné et une altercation avait éclaté. Mais il affirma être parti ensuite, laissant Samantha vivante et consciente. Les avocats du prévenu insistèrent pour dire que leur client n'était responsable que de violences légères et que, d'après eux, Samantha s'était ensuite donné la mort elle-même. Cependant, la famille de Samantha affirma que cela n'aurait jamais été son choix, surtout qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Elle allait bientôt se remarier et avait de grands projets pour son avenir. Le procès pour ce meurtre n'eut lieu qu'à la fin de l'année 2022. Lors des audiences, les enfants aînés des anciens époux ont pris la parole. Ils ont condamné leur père et demandé une peine juste à son encontre. Le plus jeune fils n'était pas présent au tribunal. Il a été décidé de ne pas l'exposer à un traumatisme inutile, d'autant plus que l'enfant était en état de panique, craignant son père. La défense a tenté de démontrer que l'accusé avait agi sous le coup de l'émotion, de manière impulsive. Mais cette version n'a pas tenu, car Adrian avait attendu plusieurs heures sa victime, préparé des objets pour commettre son acte et essayer de dissimuler des preuves. Le verdict final a été rendu en février 2023. Adrien a été reconnu coupable d'un meurtre prémédité et violent. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération avant au moins 30 ans. Janine et Travis Fraser sont devenus les tuteurs des enfants d'Adrian et Samantha. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.